Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 18, dernier de la 2e saison, dans lequel j'ai le plaisir d'échanger avec Marine Mandria et Louis Martin, les fondateurs du Refugee Food Festival. Et on a inversé le prisme avec le Refugee Food Festival où en fait on a permis aux cuisiniers réfugiés à Paris et maintenant dans les 15 villes du projet de faire découvrir un petit bout de leur culture et de leur univers aux personnes qui viendraient au restaurant et en valorisant leur patrimoine culturel. Et donc je pense que voilà, pour moi c'est vraiment un moyen un lieu de paix mais qui permet de reconnecter les individus entre eux. Et je pense qu'on a besoin de ce type d'outils pour raconter des belles histoires dans le monde dans lequel on vit actuellement. Pourquoi Marine et Louis ? Parce qu'ensemble, ils ont créé un projet qui dépasse les frontières et qui rappelle que la cuisine, c'est avant tout du partage. Avec leur Refugee Food Festival, qui se tient en ce moment et tous les mois de juin dans différentes villes du monde entier, ils utilisent le prisme de la cuisine pour remettre l'humain au cœur des relations. Dans cet épisode, nous avons parlé de regards, de découverte de saveurs, des réseaux sociaux et d'œufs couvés. Avant d'écouter, je voulais vous inviter à vous abonner au compte Instagram du podcast, @apoilpodcast. Meilleure manière si vous voulez que l'on reste en contact cet été. Bonne écoute. Bonjour Marine, bonjour Louis. Bonjour. Bonjour. Le 4e Refugee Food Festival commence dans quelques heures, pour ne pas dire quelques jours. Une série de dîners alléchants et délicieux dans 150 restaurants de 15 villes internationales qui accueillent chacun des cuisiniers réfugiés. Ça paraît fou ? Bah effectivement, ça paraît assez dingue vu que ça fait seulement 3 ans que ça existe et que c'est né à Paris. Donc en 2016, il y a eu simplement l'édition parisienne dans 8 restaurants et 3 ans après, effectivement, il y a énormément de restaurants dans beaucoup de villes, plein de restaurants très différents, des chefs de plus de 45 nationalités. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros développement, ça paraît assez fou, surtout que là par exemple, la première ville qui a commencé c'était Cape Town, où en fait on n'a jamais été. On n'a jamais vu les équipes locales, juste en Skype, donc ouais ça paraît un peu fou. Je pense que si on nous avait dit il y a 3 ans que le festival serait présent dans 15 villes, avec des restaurants triplement étoilés qui participent, on n'y aurait jamais cru. Pour revenir à la genèse, le Refugee Food Festival est né après 2 tours du monde des cuisines chez l'habitant. Vous avez fait après vos études. Vous n'aviez pas tout de suite envie d'embrasser une carrière post-école de commerce ? Effectivement, on est parti juste à la fin de nos études, alors qu'en plus on était tous les deux en apprentissage, donc embauchés directement. Et on avait effectivement envie de faire un grand voyage, de monter un projet. Je pense qu'il y avait quand même déjà une envie entrepreneuriale, même si on savait pas forcément exactement ce que ça allait donner. Et donc on s'est envolé quelques mois après la fin de nos études pour un premier grand voyage dans 10 pays. Le premier voyage, c'était dans 10 pays, pendant un peu plus de 6 mois. Et effectivement, ça venait d'une envie personnelle on est tous les deux passionnés de voyage, voilà. Passionnés de voyage, passionnés de cuisine. On avait pas mal déjà voyagé ensemble tous les deux. Et voilà, on a souhaité le concrétiser en fait, parce qu'il y a une différence entre dire à la fin de mes études, voilà, on va partir, on va faire ce grand voyage, sauf qu'on l'a vraiment fait, même si on a un peu flippé au début. Et voilà. Vous étiez en apprentissage dans quel domaine ? Moi, j'étais dans une agence de communication et d'événementiel qui bosse toujours dans le secteur artistique et culturel. Et toi, Louis ? Et moi, j'avais fait 2 entreprises, 2 grands groupes du CAC 40, un dans les hautes technologies et un autre dans la grande distribution. Je pense que tous les deux, on s'était rendu compte que le monde du travail, c'était pas si rigolo que ça. Et du coup, on a tous les deux eu envie d'évasion à la fin de nos études et on s'est dit que c'était une bonne fenêtre de tir. Et de faire un truc autour du voyage et de la bouffe, c'était, je pense, pour nous, la meilleure manière de matérialiser cette évasion et de voyager à la fois au travers de nos papilles, mais aussi en ouvrant grand nos yeux partout dans le monde. Toi, t'as grandi en Inde ? Ouais, moi j'ai j'ai commencé ma vie en passant 10 ans à l'étranger, et notamment 6 ans en Inde, et ça a beaucoup structuré ma manière de voir le monde, en fait. Le fait de naître dans plusieurs cultures différentes, ça donne envie d'aller toujours découvrir des nouvelles choses, toujours découvrir aussi des nouvelles saveurs, parce que chez moi, on a toujours cuisiné franco quelque chose. Ma mère tenait à ce qu'on
on s'imprègne de la culture du pays dans lequel on était au travers de la cuisine. Et elle, ayant été aussi fille de militaire, beaucoup expatriée partout dans le monde, elle a vécu un peu partout en Afrique, en Asie du Sud-Est. Elle a ramené beaucoup d'inspiration de ces pays-là, et du coup, on a toujours eu dans nos assiettes. Et quand Marine venait dîner les premiers sur les premiers repas chez moi, t'as tout de suite été très marqué par toutes les influences qu'on retrouve dans ma cuisine familiale. T'aimais manger depuis enfant, enfin la cuisine était dans ta vie? C'était dans ma vie, et on avait un palais, enfin tous dans la famille, on a un palais très marqué et très porté vers les épices, très porté vers des saveurs qui vont donner de la puissance aux ingrédients. Et ce qu'on retrouve en fait, je trouve beaucoup, enfin ce que permettent beaucoup les épices, c'est de rehausser les goûts, donner beaucoup de tonalité, de la profondeur, enfin voilà, des différents niveaux aux ingrédients. Et du coup, ouais, ça c'était quelque chose que dès tout petit, on nous a beaucoup éduqués là-dessus dans le cadre familial. Et toi, Marine, t'as toujours aimé la cuisine? Moi, j'ai toujours aimé la cuisine, mais pour le coup, j'ai toujours vécu en France. Enfin, en tout cas, j'ai passé mon enfance en France. Et plutôt, moi, c'est ma grand-mère vraiment avec qui j'ai beaucoup cuisiné et qui a formé mon palais. Et puis surtout son potager et tous les légumes. Et quand on courait après le déjeuner pour aller manger le dessert dans le jardin, les fraises et les framboises. Et du coup, on cuisine beaucoup dans ma famille, mais vraiment une cuisine populaire, familiale, rôti de veau, les pot-au-feu, enfin voilà, assez classique, on va dire. Mais on s'est toujours retrouvés autour de la table, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Tous les dimanches midi, c'était des grands déjeuners depuis que je suis petite, dimanche midi, dimanche soir. Donc, au-delà même de ce qu'il y avait dans les assiettes, c'était ce sentiment de la table et du rassemblement entre familles, entre copains et qu'on a d'ailleurs cherché à retrouver en fait dans nos voyages, parce que l'objectif en fait de nos voyages, c'était au-delà vraiment de découvrir les recettes, les produits, les ingrédients, etc. C'était vraiment de partager le quotidien et de partager ces moments de table en fait. C'était presque un prétexte au final, la cuisine, pour aller provoquer ces rencontres et ces moments qui font partie du quotidien de tout le monde, partout dans le monde, mais qui racontent plein de choses sur comment on vit, sur une famille, sur les rapports entre les femmes, sur les secrets de famille, les engueulades, la manière dont on fait ses courses, la manière dont on dresse une table ou pas, est-ce que c'est très opulent, est-ce qu'au contraire, enfin voilà, ça c'est presque plus ça qui nous intéressait, sans du tout partir, on n'est pas du tout sociologue ou anthropologue, mais c'était plus en tout cas cette cuisine populaire et quotidienne qui nous intéressait. Et la dimension culinaire a tout de suite été là dans votre envie de voyager? Tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on a eu envie, mais bien avant, des années avant de partir, dès qu'on a eu l'idée, l'envie de partir en voyage, ça a été instinctivement tout de suite autour de la cuisine. Mais je crois que c'est aussi parce qu'on avait déjà voyagé un peu tous les deux, notamment en Inde, et qu'en fait la seule chose qui nous intéressait, c'était les marchés, c'était aller rencontrer des gens, c'était aller manger dans les boui-boui, et c'était pas forcément aller faire des plages ou aller voir des musées, quoi. Donc vous vous êtes dit que vous alliez faire un voyage avec ce fil autour de ça, quoi. Exactement, de la cuisine populaire, de la cuisine chez l'habitant. Et vraiment, encore une fois, pas la cuisine gastronomique ou pas la cuisine de restaurant, mais vraiment les plats populaires. On est retourné vivre chez nos parents pour mettre de l'argent de côté. Ça a été un peu douloureux. On y a passé plusieurs mois, je sais pas si c'est 6 mois ou 1 an, mais... c'est là où on s'est dit, on est vraiment obligé de partir du coup. Et ça nous a paru très long, cette période-là. Et ensuite, donc ça nous a permis de mettre un peu de sous de côté. On a aussi fait une campagne de microfinancement sur Internet, un crowdfunding. Ça nous a permis de récolter quelques milliers d'euros. On a acheté une caméra, on a acheté des carnets de notes. On n'avait pas réuni toute la somme dont on avait besoin au moment où on est parti, mais à un moment, on s'est dit, faut y aller, quoi. Faut sauter dans le bain. On savait qu'on pourrait pas aller au bout, mais on se disait qu'on pourrait réussir au final peut-être à bricoler quelque chose, quoi, ou en tout cas peut-être à réduire notre budget pour pouvoir aller au bout de notre aventure. À la fin, on a dû appeler nos banques pour allonger et avoir un prêt bancaire pour pouvoir aller au bout de notre voyage. Il nous restait, je crois que c'était quand on était au Mexique, il nous restait 1 ou 2 mois à faire. On était pas loin du Brésil, pas loin du Pérou, et c'était des gastronomies qu'on avait envie de découvrir. Et on pouvait pas forcément faire l'impasse sur ces pays-là. Et du coup, comme ça, on est rentré avec un peu de dette, mais on a réussi à aller au bout de notre rêve. Et vous aviez déjà le projet de livre et le projet de documentaire avant de partir, ou c'est venu au fil du voyage? Non, on avait le projet, ça c'est sûr. Honnêtement, on savait pas du tout si on allait y arriver, parce que on vient pas du milieu du film, on n'est pas forcément des gens d'écrit, voilà. Mais on avait quand même investi dans une vraie caméra, on a
tout au long. Et dès le début du voyage, le premier pays dans lequel on a été, c'était le Liban. On avait d'ailleurs mal réglé la caméra pour ce premier pays, donc on n'a jamais pu rien en faire. Mais tout de suite, en fait, on s'est mis à filmer tout ce qui se passait, comme des amateurs. Mais très vite à dérusher et à monter, en fait, ce qu'on filmait dans la journée. En fait, et surtout Louis, c'est beaucoup Louis qui a monté. En fait, quand on monte, on se rend compte de ce qu'il faut filmer. Et de tes plans de coupe, et de tes plans d'ambiance, etc. Et en fait, on s'est énormément pris au jeu dès le début, quoi. On a passé beaucoup de temps, finalement, à documenter tout ça. Parce que je crois qu'on avait aussi envie non seulement de le partager, et puis surtout d'essayer de valoriser toutes ces personnes qui nous ouvraient aussi leur famille, leur cuisine et leur foyer. Et qu'il y avait aussi, on avait envie, voilà, de récolter des recettes et de pouvoir les préserver aussi et les transmettre et les transmettre à nos amis et aux Français. On avait l'envie, mais on ne pensait pas du tout que ça deviendrait un livre aux éditions de La Martinière de 350 pages et 16 documentaires pour Planète, quoi. Pas du tout. Ça, c'est venu au fur et à mesure, du voyage. En fait, on avait commencé à monter, donc comme je disais, pendant le voyage. On a vite arrêté parce qu'on se disait que c'était pas une bonne solution de passer nos nuits à monter et qu'il valait mieux dormir et être frais pour aller au marché le lendemain matin. En revanche, en rentrant, grâce à des copains qui étaient dans la production, on a monté très vite une petite web-série. On a diffusé sur Internet. C'était des petits 13 minutes. Le premier était sur le Pérou. Et on a été contacté là par une boîte de prod qui nous a dit « Ah, c'est assez chouette. Voilà, on travaille avec la jeune Planète. On aimerait leur proposer. Est-ce que ça vous dit ?» Donc nous, on a dit « Bah évidemment, bien sûr. » Et ils nous ont dit « Mais est-ce que vous avez d'autres rushs ? Est-ce que vous avez de la matière ?» Et là, on leur a dit « Alors en fait, on a à peu près 500 heures de rush. Donc la matière, il y en a. Après, le souci, ça va être plus de la trier, de tirer le fil, de tout ça. » Et pareil pour le livre, en fait. On a été contacté par une maison d'édition qui a voulu nous éditer. Donc on a passé... le livre, ça a été un sacré... Enfin tout, mais le livre, ça a été un sacré travail parce qu'on n'avait pas forcément écrit toutes les recettes au fur et à mesure. Donc on a tout dérushé pour réécrire les recettes, pour les envoyer via Facebook à nos hôtes partout dans le monde, pour qu'ils valident, pour qu'ils rectifient. Enfin... Voilà, on a passé, travail. Ouais, et puis surtout qu'on avait repris des boulots en plus au retour. Donc on a passé 6 mois, nuit et week-end à écrire ce livre, mais ouais, effectivement, on pensait pas forcément que ça irait aussi loin. Et le plus fou, c'est après avoir sorti cette première série sur Planète Plus de 8 épisodes et ce livre, c'est quand Planète, la chaîne, nous a demandé de repartir faire un tour du monde. Alors là, c'était le bonheur. Ouais, là, c'était le bonheur. C'était le bonheur. C'était vraiment notre rêve qui se concrétisait et qui se matérialisait. Et du coup, on était reparti dans une nouvelle aventure. Alors, dans des conditions un peu différentes parce que du coup, il y avait un objectif derrière, mais on a vachement tenu à garder la même authenticité et spontanéité dans notre démarche. On n'a pas voulu partir avec un caméraman. On n'a pas voulu rentrer dans les formats d'une production classique. Donc on est reparti sans autorisation de tournage, on est reparti juste tous les deux avec notre sac à dos, notre maison sur le dos. 6 mois aussi. C'était un peu moins long, on avait un peu moins de temps, on est parti 4 mois je pense, quelque chose comme ça. Dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ouais, avec d'autres destinations. Et toujours sans prévoir là où on irait au sein du pays, on débarquait dans les villes et on se laissait guider au fil de nos rencontres sur les marchés pour aller découvrir telle ou telle spécialité locale, telle ou telle région culinaire. Et c'est comme ça que notre programme fonctionnait en fait. C'est parce que justement, on ressemblait pas aux autres. On rentrait dans aucune case et du coup on était différent de ce qui se faisait à la télé. Je pense que c'était ce qui plaisait à la chaîne. Et il y avait une spontanéité de votre part, et de la part du programme aussi. Il y avait vraiment un côté, je pense que, j'imagine que les spectateurs s'identifient aussi vachement à nous parce qu'en fait on est entre guillemets juste de voyageurs avec un côté aussi un peu caméra embarquée parce que la caméra bouge, parfois le son il est un peu en dessous, etc. Mais c'est une vraie immersion en fait. Et il y a plusieurs personnes, qui ont vu les films et qui nous ont dit en fait on a l'impression d'être assis à côté de vous en train de manger et c'est exactement ça qu'on voulait retranscrire comme idée, comme ambiance. Donc effectivement, je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné et que Planète Plus nous a proposé de repartir pour un deuxième tour. Et vous avez donc sur place, vous alliez sur les marchés et vous parliez aux gens et c'était parti pour aller à leur rencontre. Les gens étaient assez accueillants et ouverts à vous accueillir chez eux ou vous avez
rencontrer des gens réticents. Dans la grande majorité des pays dans lesquels on a été reçus avec une générosité incroyable. Et effectivement, on allait sur les marchés. On rencontrait pas mal de personnes aussi dans les transports publics. Et en fait, d'avoir deux petits Français qui filment, qui goûtent à peu près tout, qui posent des questions, etc., ça suscite aussi beaucoup la curiosité. Donc il y a beaucoup de gens qui venaient à nous. Et quand on leur expliquait qu'on était simplement là pour découvrir en fait leur cuisine et la cuisine de leur pays et leurs recettes, et on leur disait tout le temps, mais si on doit manger les restes, on mange les restes. En fait, c'est justement ça qui nous intéresse presque plus que le plat national. En fait, la majorité des gens nous disaient, bah venez ce soir. Bah évidemment, Et après, faut quand même dire aussi qu'on faisait les courses ensemble, ce qui nous permettait, nous, de payer les courses et du coup de pas avoir... Après, on arrivait souvent avec des cadeaux aussi, même si parfois on refusait les cadeaux, ou alors on allait nous racheter un cadeau en plus, je pense au Liban ou au Japon. Mais effectivement, dans la grande majorité des pays, c'était en fait très simple. Ça paraît bizarre à dire, mais ça paraît très simple. Et puis une fois qu'on connaissait une personne, il nous disait, mais alors... je pense encore au Liban, mais si vous allez dans le sud, attends, j'appelle mon oncle, il va venir vous chercher, il y a telle production qu'il faut absolument que vous alliez voir, etc. Et en fait, de fil en aiguille. Et puis il y a aussi des personnes qui nous ont contactés sur Internet, sur Facebook, en disant, je suis brésilienne, voilà, on adore la cuisine, est-ce que vous accepteriez de venir partager un repas avec nous ? Vous n'avez pas du tout eu de soucis à vous faire inviter ? Il y a quelques pays où ça a peut-être été plus difficile. Où ça alors je dirais Oman. Parce que c'est plus un rapport à la caméra, on va dire. C'est pas du tout un rapport d'hospitalité, parce que les Omanais sont extrêmement généreux et ouvrent leur maison à tout voyageur de passage. Ça fait vraiment partie de leur culture. En revanche, le rapport à la caméra était assez difficile. Donc dès qu'on disait, mais en fait, est-ce qu'on peut filmer les recettes, est-ce qu'on peut filmer ce qui se passe dans la cuisine et le marché, etc. Là, c'était souvent un peu plus compliqué. Et puis effectivement, en Iran aussi, où on a dû avoir des autorisations de tournage, et du coup ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire un accompagnateur avec nous pendant toute la durée de notre voyage. Alors que, comme disait Louis, on n'a pas du tout l'habitude de voyager comme ça, et on voyage tous les deux. Donc voilà, peut-être l'Iran, ça a été un peu différent, malgré le fait que je pense que c'est l'un de nos plus beaux en tout cas, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de voyage. Mais voilà, je dirais que c'est les deux seuls pays où ça a peut-être été un petit peu plus difficile. Il y a eu la Chine aussi, où c'était compliqué, parce qu'en Chine, quand on va dans les campagnes, et nous on essaie évidemment de sortir des grandes villes et d'aller voir comment est-ce qu'on cuisine dans les campagnes de manière la plus traditionnelle possible, les gens parlent pas du tout anglais, quoi, et ils ont pas du tout les mêmes codes culturels que nous. Donc on avait beau essayer de mimer des choses, ça fonctionnait pas du tout. Et on se faisait toujours rembarrer. Et en fait, au bout d'un certain moment, on a cru que ça marcherait pas. Et on a eu une idée, peut-être en dernier ressort, de se dire, si on postait des messages sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de réseaux sociaux en Chine, oui. Chinois, en anglais. Et comme ça, c'est des anglophones qui vont nous répondre. Et du coup, on pourra aller manger chez eux. On proposait en plus de faire des recettes, enfin des desserts français en contrepartie. Et là, on a reçu littéralement des centaines de messages de personnes qui nous invitaient chez eux. Donc, c'était plutôt les jeunes générations. Du coup, ils savaient pas tous cuisiner, mais on cuisinait avec les mamans, les grands-parents, ouais. Et ils faisaient les traductions. Et on a continué pendant plusieurs années à recevoir des messages de personnes de Chine qui nous invitaient à manger chez eux. Donc, voilà, fallait juste trouver la bonne porte d'entrée et on l'a trouvé, quoi, les réseaux sociaux. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir de ces 2 voyages ? C'est tellement dur, cette question, parce que vraiment, dans tous les pays, on a des souvenirs incroyables. C'est vrai. Je crois qu'en Iran, quand même, surtout parce que l'image qu'on peut avoir de l'Iran en France, ou en tout cas que nous, on avait dans notre imaginaire collectif et médiatique, on va dire, correspond absolument pas à la réalité de ce qu'on a vécu à Téhéran et de la chaleur humaine qu'on a reçue à Téhéran. Surtout en plus on est arrivé le jour de l'anniversaire de la révolution islamique, donc des ambiances dans Téhéran qui sont assez impressionnantes et qui nous ont fait tout de suite comprendre dans quelle situation et dans quel contexte on arrivait. Et en même temps, quand on se baladait, je me souviens dans le grand bazar de Téhéran, donc on filmait, et des femmes s'accrochaient à notre caméra en disant « Dites au monde ce que c'est vraiment l'Iran, venez chez nous, venez sur nos marchés, goûtez notre cuisine et dites au monde ce qu'est vraiment l'Iran. » Et
et arrêter de croire ce qu'il y a dans les médias. Et du coup, ce contraste a fait qu'on a été d'autant plus enchantés. Et c'est un pays qui est si doux, qui est si Ispahan, mais ça fait partie des plus belles choses qu'on ait pu voir au monde, quoi. C'est des odeurs de fleurs d'oranger, de roses. Enfin, c'est extrêmement doux comme pays. Enfin, nous, en tout cas, le sentiment qu'on a eu, c'est vraiment un sentiment de douceur et de sérénité qui contraste énormément avec la violence qu'on peut imaginer. C'est pas du tout angélique ce que je dis. C'est un pays qui est complexe, qui est bien plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Mais voilà, en tout cas, parmi les coups de cœur, on va dire, je pense qu'il y a l'Iran. Culinairement, en Iran, on a été marqué par le temps passé. C'était beaucoup une affaire de femmes, la cuisine en Iran, de fait. Les femmes en cuisine, quoi. Partout dans le monde, dans beaucoup de pays. Pour préparer le riz, on peut passer 4 heures à cuisiner son riz. Alors que pour nous, la cuisson du riz, c'est quoi? C'est 10-20 minutes. Allez, grand max, si on fait un truc un peu technique, une demi-heure. Et là, on cuisait le riz 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On rajoutait du safran, des épices et tout. Et littéralement, on passait, je crois, nos journées entières à cuisiner. On a découvert énormément de choses. Et je pense que, ouais, à la fois culturellement, mais aussi culinairement, c'est un des pays qui nous a le plus ouvert, même si c'est compliqué de classer les pays entre eux, parce qu'on a tellement bien mangé partout et on a tellement été bien accueillis que tous les pays nous ont marqués. Et les insectes, alors, non, j'ai lu que c'était un peu ta bête noire. On s'est fixé une règle, c'était de goûter vraiment à tout. Et ce qui peut paraître pour nous une curiosité culinaire est parfois quelque chose de complètement normal dans les pays dans lesquels on a été. Donc on a eu droit à des choses un peu spéciales. On a évidemment goûté aux insectes classiques, aux araignées. On a eu droit à des cœurs de serpent crus. Toi, t'as pu manger, Marine, je crois, ça c'était le pire, je pense, un œil de poulet. Les yeux, les cerveaux, la tête. Bon, les pattes, on en mange beaucoup en Asie, mais... Ça, c'était dans le nord de la Thaïlande, dans une communauté Karen. Et moi, je filmais au début du repas, donc je suis arrivée un petit peu après le début du repas. Et en fait, ils m'avaient gardé une petite assiette avec les 2 yeux, la tête, les poumons, le cœur et les pattes. Voilà. T'as mangé ? Et effectivement, bah ouais, j'ai mangé, bien sûr. C'était bon ? Je crois que je t'ai donné un œil. mais honnêtement, c'est ce que disait Louis. Voilà, on est aussi là pour découvrir cette culture culinaire, et puis ça nous amène aussi à relativiser la nôtre. Quand on expliquait parfois que nous on mange du foie gras, des escargots, des cuisses de grenouille, etc. Ça paraît tellement bizarre pour certaines cultures. Donc voilà, mais je peux pas dire que j'ai apprécié, très honnêtement. Mais en tout cas, c'est pas si terrible qu'on peut l'imaginer. Vous avez mangé de la cervelle de tortue ? Non, on n'a pas eu l'occasion. Et moi, le seul truc que j'ai vraiment pas réussi à manger, et que toi, Louis, tu as adoré, c'est les œufs couvés. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y en a, avec des poussins voilà, à l'intérieur. Il y en a en Chine, il y en a au Cambodge, au Vietnam. Je crois qu'on appelle ça les œufs de 100 ans. Et non, c'est pas les œufs, c'est les œufs noirs, non. C'est des œufs couvés, voilà. Et qui, je te laisse expliquer parce que moi. Non, c'est des œufs de canard en fait, et l'œuf a été porté à maturation suffisamment longtemps pour que le poussin soit juste développé dans l'œuf, mais pas totalement éclos. Donc on a vraiment un petit fœtus de caneton à l'intérieur de l'œuf qui est bouilli avec des petites plumes, des petits os, un petit bec qui commence à être développé. Enfin, et quand on ouvre ce truc, c'est vraiment visuellement, c'est immonde. Ouais, ça doit être dur psychologiquement. Psychologiquement, on a l'impression de manger un bébé, quoi. Pour réussir à mettre la cuillère dans sa bouche, c'est un effort qui est considérable. Et c'est ce contraste aussi, mais je pense que c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est les contrastes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bizarrement, ce qu'on ressent en bouche est juste fantastique, quoi. Et donc, c'est onctueux, il y a plein de saveurs, j'en ai encore des émotions, là, rien que le fait d'en parler. Et en fait, je me suis retrouvé à en manger 4 d'affilée, tellement je trouvais ça bon, alors que à chaque fois, en me disant, mais c'est immonde ce que tu es en train de faire, mais pour autant, voilà, c'était fantastique. Et je rêve de pouvoir retourner en manger sur les marchés au Cambodge ou ailleurs en Asie du Sud-Est. C'est cuisiné ou pas du tout ? C'est cuisiné, alors c'est juste, c'est cuit à l'eau et on mange avec un peu de jus de citron et du poivre de campote qu'on rajoute dans la cuillère. Et voilà, c'est une expérience culinaire que je recommande chaudement, même si il faut réussir à passer la barrière psychologique de ce qu'on voit dans sa cuillère. Quand vous êtes rentrés, donc vous avez repris des travails, chacun un travail classique. Ouais, très vite, pour plein de raisons, notamment financières. Mais en fait, en parallèle, du coup, on écrivait le livre. Et puis en parallèle, assez vite, en fait, on s'est mis à travailler parce que du coup, sur les films qui ont été diffusés sur Planète, on était coproducteurs,
auteur et réalisateur. Donc c'est pas du tout, on n'a pas juste donné les rushs et puis voilà, on a énormément travaillé dessus. C'est nous qui maîtrisions aussi toute l'identité visuelle, toute la bande originale grâce à des amis les cosmonautes qui nous ont fait ça. Donc voilà, il y a eu un vrai travail éditorial qu'en plus on ne connaissait pas. Donc on a fait ça en parallèle en fait pendant pas mal de temps, en parallèle de nos boulots respectifs, avant de repartir. Et puis ça a été la même chose en fait. Si toi t'avais avant la deuxième édition, je crois que t'avais déjà quitté ton boulot. Moi je l'ai quitté juste un petit peu après, juste avant de partir pour la deuxième saison. Et puis au final on n'est jamais retourné dans des boulots classiques. Donc l'idée du Refugee Food Festival est née au moment du deuxième voyage. Il est né au retour du second voyage, si j'ai toujours en train avec les dates, mais c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. En 2015, je dirais. 2015-2016. Parce que, ça a été le moment où, surtout à l'été 2015, où on a vraiment commencé en France et en Europe à prendre conscience. Enfin, on parlait de la crise des réfugiés, de la crise des migrants et des drames qui se passaient en Méditerranée. Et on avait, je crois aussi, tous les deux, on avait déjà été engagés dans des associations. Et on avait envie de s'engager, de faire quelque chose à notre niveau pour contribuer un petit peu à. En fait, on était juste hyper troublés par le traitement global qui pouvait être fait de l'arrivée de ces personnes, quoi. Qu'on pouvait voir comme une masse contact de gens qui se déversent sur l'Europe et qui nous faisaient oublier ses individualités, ses cultures et le fait qu'en fait ils essayent simplement de sauver leur vie. Oui, puis des gens qui sont comme nous, qui étaient comme nous il y a quelques jours avant et qui se retrouvent catalogués comme réfugiés ici. Et que ça pourrait être nous, ça a pu être nos grands-parents pendant la guerre et vraiment profondément on s'est dit mais comment est-ce possible de déconsidérer ces personnes. Et on a commencé par donner un peu d'argent, on a accueilli un demandeur d'asile chez nous pendant quelques mois et puis assez vite, en fait, on s'est dit, mais au final, c'est autour de la table qu'il faut faire quelque chose. Parce que même Mamadou, qu'on a accueilli chez nous, nous cuisinait des mafés, etc. Enfin bref, et on s'est dit, mais au final, c'est autour de la table qu'on peut contribuer, nous aussi, à accueillir, en fait, ces réfugiés, ces migrants. Et c'est forcément un point de rencontre qui permet de valoriser ces cultures. Et en fait, quand on regarde toutes les migrations et toutes les plus grandes diasporas du monde, la première chose qu'on recrée dans le pays dans lequel on arrive, c'est souvent sa cuisine, parce qu'en fait c'est l'une des seules choses qu'on peut emmener avec soi, qu'on peut recréer et qui nous ramène instantanément à son enfance, à son village ou à sa ville ou à sa famille. Et du coup ça a une puissance incroyable. Et en plus de ça, bon après on s'en est rendu compte aussi largement après coup, mais ça a aussi le pouvoir de mettre tout le monde à égalité. C'est-à-dire que quand on cuisine ensemble, il y a un moment où t'es plus nouvel arrivant ou local, t'es simplement là en train de te nourrir et de prendre du plaisir en te nourrissant. Et en fait, en mangeant et en cuisinant, c'est un acte d'acceptation de l'autre. C'est-à-dire que quand t'acceptes de manger la cuisine de l'autre, c'est que quelque part tu l'acceptes un petit peu. Et du coup, on a assez instinctivement, l'idée du Refugee Food Festival, elle est extrêmement simple, c'est de permettre à des cuisiniers amateurs ou professionnels, pour la majorité professionnels, mais nouveaux arrivants, de rencontrer des cuisiniers locaux et de donner à voir, de montrer leur patrimoine culturel et culinaire. Et de se rassembler très simplement autour de la table, de découvrir aussi des produits, des cuisines, des cultures, et de contribuer à parler un peu différemment de la Tchétchénie, la Syrie, l'Iran, la Géorgie, l'Irak, etc. Voilà, le premier objectif, c'est vraiment d'essayer de faire évoluer les regards grâce au pouvoir de la cuisine. Et puis, effectivement, un peu plus tard, de travailler sur l'insertion professionnelle. Mais l'idée de base, c'est vraiment de valoriser ces cuisines. Et vous avez commencé avec un premier festival, donc en 2016. Donc c'était sur une journée, je sais plus. Ça a eu lieu en 2016 à Paris, dans 11 restaurants, avec 8 cuisiniers réfugiés. On a très vite eu envie de toucher différents types de restaurants. Donc il y a eu des restaurants un peu gastronomiques, bistronomiques plutôt, comme la Mi-Jean. Stéphane Gigot qui nous a contacté de lui-même dès qu'il a entendu parler du projet, parce qu'il avait envie de participer. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme, donc c'était un festival qui pour lui, ou un projet qui faisait du sens et auquel il avait envie d'être associé. Et après il y avait des cantines de quartier hyper
C'était vraiment un engagement perso. On a été démarcher les restaurateurs nous-mêmes avec notre envie de monter ce truc-là, sans savoir comment est-ce qu'ils le recevraient. On a contacté des associations pour savoir si elles pouvaient nous connecter avec des cuisiniers réfugiés, sans savoir si on réussirait à en trouver, parce on venait pas de cet univers-là. Et en fait, très rapidement, la mayonnaise a pris les choses. Dès les premières rencontres, il y a eu une magie qui s'est faite entre les restaurants et les cuisiniers invités. Les restaurants ont hyper spontanément, quasiment tous les premiers restaurants qu'on a été voir, même si on pensait que ce serait compliqué en fait de les convaincre, nous ont ouvert leurs portes en nous disant que pour eux c'était une manière aussi de s'engager au travers de leur métier de tous les jours, en fait, préparer de la cuisine. Et en plus, c'était aussi une occasion de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles manières de travailler, les ingrédients, des nouvelles techniques de cuisson, des nouvelles approches de gestion de la cuisine au global. Et du coup, assez spontanément, en quelques minutes, ils étaient convaincus et ils rejoignaient l'aventure. Et du coup, le festival a pris forme. On savait pas trop, sans trop vraiment comprendre comment est-ce que ça a été fait. Et les restaurants ont été complets en à peine quelques heures. Il y a eu des médias des quatre coins du monde qui sont venus couvrir l'événement. Des cuisiniers qui ont eu des propositions d'embauche aussi par les restaurants dans lesquels ils cuisinaient. Des réfugiés. Des cuisiniers réfugiés, ouais, avec des collaborations qui avaient fonctionné et les restos, en fait, proposaient des contrats, des cuisiniers qui étaient contactés par des particuliers ou des entreprises pour participer à des prestations de traiteurs derrière. Du coup, c'est ça, je pense que c'est le succès du premier festival qui derrière a appelé le déploiement du projet plus largement. Et vous étiez déjà à 100% dessus ? En fait, c'était entre nos deux grands voyages, ouais. Et du coup, ouais, moi j'étais... Le premier festival, ouais. On est reparti pour le deuxième voyage, fin 2016, début 2017. Donc après la première édition du Refugee Food Festival en juin 2016. Et en fait, après, donc on est reparti faire notre voyage. Et entre-temps, après la première édition, comme il y avait eu un rayonnement un peu international, parce qu'il y a des médias des quatre coins du monde qui sont venus dans les restaurants, on a été contacté par des citoyens d'un peu partout dans le monde, de petites villes en France, de capitales européennes, mais aussi aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud, qui nous ont dit votre idée, on trouve que votre idée fait du sens. Venez organiser un Refugee Food Festival chez moi, parce que nous aussi on est confrontés aux mêmes enjeux d'accueil et d'intégration des personnes réfugiées. Et du coup on s'est dit si nous on a réussi avec notre bonne volonté et nos deux bras et nos deux jambes à organiser ce festival, d'autres citoyens sont aussi en mesure de le faire. Et on n'avait pas le don d'ubiquité, donc on a rédigé un kit méthodologique qui décrit toutes les étapes par lesquelles on est passé pour organiser le festival, de l'identification des cuisiniers à la sélection des restaurants, comment est-ce qu'on travaille sur les menus, comment est-ce que derrière on fait en sorte que les gens viennent au restaurant, comment est-ce qu'on communique autour du festival pour que les gens viennent au restaurant. Et à l'aide de ce kit, des citoyens aux quatre coins du monde se sont emparés du projet et organisent des Refugee Food Festival à Bologne, à New York, à Cape Town, à Madrid, à Lyon, à Rennes, à Amsterdam, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on en vient à avoir aujourd'hui 150 dîners dans 15 villes du monde. Oui, exactement. Et puis, on a aussi été aidés par, ça faut le dire aussi, par plein d'associations qui font un travail incroyable sur le terrain et qui nous aident à identifier aussi ces talents. On a été aidé par le HCR, Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui nous a apporté aussi leur expertise en termes de protection des personnes réfugiées, parce que nous on n'était pas à la base spécialistes experts de l'exil et de l'asile, etc. Et maintenant, effectivement, on travaille avec énormément d'associations qui nous aident aussi sur l'accompagnement post-festival à l'intégration, à l'insertion professionnelle des cuisiniers. Mais effectivement, la première étape, ça a vraiment été ce kit et tous les outils en fait qu'on a qu'on a déployé pour permettre à ces personnes qui sont des gens comme toi et moi, qui sont pas forcément d'ailleurs dans la cuisine. Enfin, il y a des profils, c'est tous des gens géniaux. Et c'est grâce à tous ces outils qui peuvent organiser le projet dans leur ville. Donc dès le deuxième festival, vous aviez une présence à l'international. Exactement, en Europe, tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, sur la première édition, donc il n'y a que UParis qui a participé. Et la deuxième, il y a eu 11 villes européennes. Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Athènes, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Genève. Je dois en oublier une ou deux, mais voilà, et Florence. Et comment à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez ouvrir un restaurant et devenir plus gros, plus fort, plus... Mais en fait, pas mal de cuisiniers réfugiés, du coup, avec qui on travaille à Paris, sont entrepreneurs.
Et notre volonté, c'est aussi de pouvoir accompagner cette volonté d'entrepreneuriat. Et je pense qu'on avait aussi envie, on a fait beaucoup de choses très éphémères, itinérantes, mobiles, etc. Et je crois qu'on ressentait l'envie et le besoin de s'ancrer dans un lieu et d'avoir aussi une cuisine, quoi. Ça paraît, vu ce qu'on fait, ça paraît la base, mais pour accueillir aussi les cuisiniers, pour qu'ils puissent venir cuisiner, voilà. Et donc on a commencé assez vite, en fait, on a eu l'opportunité d'ouvrir la résidence du coup à Ground Control, qui est une petite cuisine, qui est une première étape, mais qu'on a vraiment imaginé comme étant on parle de restaurant tremplin, je sais pas si ça existe comme terme, mais qui a vraiment vocation à être à la fois un lieu de formation pour des cuisiniers qui veulent derrière lancer leur propre activité, comme Nabil, comme Magda, on pourra en parler après, et à la fois un lieu aussi simplement de restauration et qui présente toutes ces cuisines. Mais effectivement, nous, on va parler, mais on vient pas du milieu de la restauration, donc c'était aussi un challenge pour nous. Parce qu'aussi petite la résidence soit-elle, autant, c'est un sacré challenge. C'est des métiers qui sont quand même extrêmement complexes. Et on a été beaucoup aidés, notamment par Stéphane Gégaud et par d'autres restaurateurs qui avaient participé aux dernières éditions, pour pouvoir monter cette cuisine il y a un peu plus d'1 an maintenant, la résidence. Qu'est-ce que représente la cuisine pour vous ? Je pense que la cuisine, ça représente à la fois la famille et l'amitié, je dirais. Pour moi, la cuisine, c'est un média, c'est un point de contact, en fait. C'est un moyen de connecter les individus entre eux, comme Marine le disait tout à l'heure. C'est un moment où on se rassemble, d'abord en famille, entre amis, mais qu'on peut aussi activer pour reconnecter les cultures entre elles. C'est ce qu'on a fait au travers de notre aventure Very Food Trip, où on allait découvrir le monde au travers de la cuisine. On a tout documenté pour essayer de faire découvrir le monde aux personnes qui voulaient bien nous suivre au travers de la cuisine. Et on a inversé le prisme avec le Refugee Food Festival, où en fait, on a permis aux cuisiniers réfugiés à Paris, et maintenant dans les 15 villes du projet, de faire découvrir un petit bout de leur culture et de leur univers aux personnes qui viendraient au restaurant, et en valorisant leur patrimoine culturel. Et donc je pense que voilà, pour moi c'est vraiment un moyen un lieu de paix, mais qui permet de reconnecter les individus entre eux. Et je pense qu'on a besoin de ce type d'outils pour raconter des belles histoires dans le monde dans lequel on vit actuellement. Bon, on va passer à l'aller-retour. Votre âge ? 31 ans. 30 ans. Votre signe astrologique ? Scorpion. Taureau. Votre plat signature ? Je dirais le pot-au-feu, le jarret de veau, le pot-au-feu. Bah ouais, on est assez proche. Moi, le bouillon. Votre plat préféré ? Alors, j'aurais dit le rôti de veau de ma grand-mère avec de la tétragone, mais en ce moment, je dirais le chikmerouli, qui est un plat géorgien, que Magda nous a fait découvrir, Magda Gegenava, qui est un poulet à la crème, à l'ail et aux épices géorgiennes, qui est absolument dingue, et que Magda fait je fais un peu de promotion dans sa petite résidence chez Magda à la Rotonde à Stalingrad, dans le 19e. Je dirais quelque chose d'assez simple. Alors, je sais pas si c'est un plat, mais c'est un produit. Du foie de morue sur un morceau de pain avec avec un jet de jus de citron et un peu de sel. Et pour moi, c'est le bonheur. Le chef que vous admirez le plus ? Stéphane Gégaud pour son cœur et pour l'accompagnement qu'il met derrière le Refugee Food Festival au quotidien. Ouais, c'est compliqué de dire quelqu'un d'autre. Enfin, il y a plein de chefs qu'on admire, et je pense que tous ceux qui participent au festival et qui acceptent aussi, malgré leur rythme de boulot, malgré leur quotidien, qui acceptent de prendre du temps et d'ouvrir leur cuisine et leur cœur, tout cela, ils sont, je pense que je les admire tous. Peut-être, en premier lieu, Stéphane Gégaud quand même. Olivier Rollinger aussi, grand monsieur, grand chef. Et votre ingrédient préféré ? Je crois que je dirais la tomate. Je pense que je pourrais pas me passer de tomate. Même si du coup j'en mange relativement peu dans l'année, parce que je n'en mange pas en hiver, mais j'ai une vraie passion pour la tomate. Passion citron. Et votre ingrédient détesté ? Les yeux de poulet ? Non, peut-être pas les yeux de poulet, mais je crois, du coup c'est un peu contradictoire parce qu'on en a mangé il y a pas longtemps et j'ai adoré ça, mais j'ai toujours cru que je détestais les riz de veau. Et au final j'aime ça, donc non, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Non, je crois que je mange tout, j'aime tout. Ouais, moi aussi, je crois que je mange tout. Même les œufs couvés. Même les œufs couvés. Votre ustensile fétiche ? Alors en ce moment, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la petite moulinette qui permet de faire des petites fleurs de tête de moine. En ce moment, mon ustensile fétiche, c'est ça, je crois. Et toi, Louis ? L'écumoire pour mes bouillons. Votre dernier meilleur repas ? Moi, je crois que c'est Magda Gegenava, qui est une cuisinière géorgienne,
qu'on a accueilli à la résidence pendant quelques mois, qui vient d'ouvrir son propre restaurant à Stalingrad, dans le 19e arrondissement. À chaque fois qu'on y va, elle nous régale et elle nous remplit elle nous nourrit comme si on était ses enfants, et je crois qu'à chaque fois, c'est un grand moment d'émotion. Et alors moi, je vais parler du coup en plus au nom de notre équipe. On a eu l'occasion d'aller à un déjeuner préparé par Grégory Marchand du Frenchy, le lendemain des World Restaurant Awards, là. Et en fait, je crois que sa contrainte, c'était de cuisiner avec les 20 produits ou ingrédients qui sont les plus sustainable. Et donc, il y avait des haricots, il avait fait un risotto d'épeautre, je crois. Enfin, tous ces plats étaient absolument incroyables. Et je pense que c'est ça, mon dernier meilleur repas. Le projet que vous auriez aimé lancer? Oui, un projet que j'adore, c'est Grande Mass Project, qui a été monté par Jonas Pariente. Il demande à des petits-enfants d'aller filmer des recettes de leur grand-mère partout dans le monde, des petits réalisateurs en herbe, pour justement documenter et transmettre les savoir-faire de ses grand-mères et pour s'assurer que ces recettes ne soient pas perdues. Et c'est fantastique. J'invite tout le monde à découvrir ce projet et à documenter les recettes de ses grand-mères. C'est vrai que j'aurais pu dire aussi Grand Mass Project. Et du coup, je dirais 20 Questions to the World, qui est un projet qui a été monté par Cyril Bruyel et qui a parcouru le monde. Et maintenant, en plus, il a des équipes qui parcourent le monde et il va poser 20 questions. Alors maintenant, ça peut être 50, 100. Les 20 mêmes questions à des centaines de personnes partout dans le monde. Et ça peut aller du président du Nicaragua jusque dans les favelas à Rio. Et en fait, et en plus, c'est très très beau, c'est très bien filmé. Et en fait, on se rend compte que les réponses sont sensiblement les mêmes et au final présente juste l'humanité telle qu'elle est. Et le montage fait que c'est à la fois décalé, à la fois extrêmement universel. Et je l'ai très mal pitché, mais allez voir du coup 20 Questions to the World. Et le meilleur compliment qu'on vous ait fait? Il y a un compliment qu'on peut souvent nous faire, qui est qu'on donne envie aux gens de voyager différemment. Et de sortir un peu des circuits touristiques habituels et de partir à la rencontre des gens, de pas hésiter à aller manger dans les boui-boui, etc. Il y a souvent des gens qui nous disent « Ah, mais grâce à vous, grâce à vos films, on a été là, et ben on a quand même été manger là, on a goûté ça, on a rencontré telle personne, etc. » Et ça, je pense que c'est un beau compliment. Pareil. J'en ai un autre qu'on peut nous faire aussi plus sur le Refugee Food Festival, mais et pour le coup, c'est pas forcément à nous deux, Louis et moi, mais à l'équipe et au projet et à tous les porteurs de projets. Mais de dire qu'on contribue à changer un tout petit peu la vie de certaines personnes. Ça, c'est quand même un beau compliment. Et la pire critique, il y en a eu ou... Il y en a plein, des critiques qu'on reçoit, mais la plus dure, je pense, c'est quand on démarre un nouveau projet et qu'on a face à nous, et notamment parfois auprès de notre entourage, des personnes qui comprennent pas forcément ce qu'on est en train de faire et qui du coup ne nous soutiennent pas. Et du coup, je pense que de temps en temps, au début, en fait, on n'a qu'une envie, c'est même si tout n'est pas forcément limpide pour tout le monde, parce que ça n'est pas non plus dans la tête de l'entrepreneur, c'est pourquoi on fait les choses. Mais on a une intuition, on a une idée, on s'accroche à un fil. Et du coup, c'est parfois dur de pas réussir de pas être soutenu par ses proches. Ouais, alors c'est un petit peu lié, mais je dirais que la pire critique qu'on a pu me faire, c'était de dire que je passais trop de temps au final à travailler ou à développer mes projets et de pas forcément être assez présente pour ma famille ou pour mes copains. Voilà. Comment on fait justement pour passer du projet passion à un travail, enfin à un vrai travail? Il faut beaucoup de travail déjà. Beaucoup de travail, beaucoup de passion aussi. Faut pas se poser. Non mais attends, c'est vrai. Hein. Faut pas se poser beaucoup de questions au début. Faut pas forcément compter ses heures. Il faut y aller. Faut foncer. Faut y aller au bagou. Je pense que ça a été le cas pour Very Food Trip. Quand on est parti, on savait pas si ça marcherait, si on réussirait à aller manger chez toutes ces personnes aux quatre coins du monde. Et au final, les portes sont ouvertes naturellement. Quand on a lancé le Refugee Food Festival, on savait pas si les restaurateurs nous accueilleraient ou en tout cas accueilleraient des cuisiniers réfugiés dans leur restaurant. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. On y a cru jusqu'au bout. Faut emmener des gens avec soi aussi parce que voilà, c'est important de travailler en équipe, ou en tout cas si on veut développer son projet. Donc ouais, faut être à la fois un peu fou et en même temps tenir une ligne directrice et s'accrocher jusqu'au bout. L'entrepreneuriat, c'est un parcours qui est assez sinueux, mais si on tient une idée qui nous passionne en fait au final et qu'on travaille dessus, ça débouche forcément sur quelque chose. Vous en vivez aujourd'hui, c'est votre vrai travail à tous les deux? C'est notre vrai travail, absolument.
plus qu'à temps plein. Parfois, il y a des gens qui me disent « Et sinon, à côté de ça, vous faites quoi ?» Comment te dire oui, effectivement, mais du coup, je rebondis en répondant à ta question, mais je pense qu'il faut aussi être prêt à faire des sacrifices à plein de niveaux. Mais je pense que si on avait gardé les boulots respectifs qu'on avait avant, on aurait peut-être plus de confort aussi dans nos vies, même si on n'est pas du tout à plaindre, c'est pas loin de là, mais voilà, faut quand même aussi être prêt à faire certains sacrifices, je pense. Aujourd'hui, vous avez une équipe, vous avez développé la chose, vous avez trouvé un modèle, vous avez réussi à trouver un modèle économique pour le Refugee Food Festival. Ouais, on a une belle équipe là maintenant. Sur la partie organisation du festival culinaire, on a 6 personnes en tout, donc qui est portée par une association. Et ensuite, il y a le restaurant La Résidence et un service traiteur qui est rattaché, où on a une équipe de 5 personnes qui travaillent à temps plein. On a un modèle hybride parce qu'on a la majorité de nos activités, de ce qu'on fait, c'est du non lucratif, donc le festival est non lucratif. Tout au long de l'année, on travaille sur l'insertion professionnelle des cuisiniers des cuisiniers réfugiés qui participent au festival, donc ça aussi c'est du non lucratif. Mais la résidence et le service traiteur génèrent des bénéfices pour autofinancer une partie de nos activités, et à côté de ça, je pense c'est certain, on pourrait pas faire toutes nos actions si on n'était pas soutenu par des donateurs, donc soit des particuliers, soit des entreprises qui soutiennent le projet, qui croient en nos valeurs et qui nous permettent de déployer notre impact, nos actions, et de faire en sorte tous ensemble de contribuer à créer un contexte d'accueil plus digne et plus favorable pour les personnes réfugiées. Et le non-Refugee Food Festival, en tout cas le Refugee Food Festival, c'est une association. Donc l'association s'appelle Food Sweet Food et le projet du coup s'appelle Refugee Food Festival. Ouais. Et l'objet de l'association au début, et c'est ça aussi le Refugee Food Festival, c'était de valoriser les traditions et savoir-faire culinaires des régions du monde. Donc en fait, et sur Very Food Trip et sur le Refugee Food Festival, on porte les mêmes valeurs et les mêmes messages. Oui, c'était la suite logique. Exactement. Et quelle est la plus belle collaboration entre chefs à laquelle vous ayez assisté ? Alors il y en a plein. À chaque fois, il se passe des choses assez magiques au sein des restaurants. Et c'est parfois pas entre les chefs, en tout cas moi celle que j'ai en tête et qui m'a marqué et qui était très émouvante, c'était entre un restaurateur, Greg des Pères Pop, et Hannibal, un cuisinier érythréen. Et à la fin du repas, ils ont tous les deux fait un discours, surtout Hannibal, qui a parlé de son parcours et de ce que ça représentait pour lui en fait d'en arriver là et de pouvoir présenter sa cuisine aux personnes qui étaient venues au Père Populaire. Toute la salle, je crois, avait les larmes aux yeux. Étaient très émus. Greg et Hannibal étaient tous les deux aussi très émus. Et dès le lendemain, en fait, alors qu'ils s'étaient rencontrés depuis à peine quelques jours, Greg a proposé un CDI à Hannibal, et c'était à la fois une belle concrétisation pour le projet, mais aussi un moment dont je me souviendrai toujours et qui a marqué l'histoire du Refugee Food Festival. Moi, je dirais peut-être Mohamed El Khaldi et Bertrand Grébeau. En fait, Mohamed est arrivé avec toutes ses épices. Il avait un sac rempli d'épices et il a tout fait sentir à Bertrand Grébeau et Théo Pouria. Et en fait, on sentait qu'un monde s'ouvrait, j'exagère un peu, mais que vraiment, il y avait quelque chose qui s'ouvrait à eux, qu'ils ne connaissaient absolument pas pour certains, ou en tout cas des mariages. Du coup, le rapport était pas du tout celui auquel on pouvait s'attendre de Bertrand Grébeau, grand chef, qui va apprendre des choses à Mohamed El Khaldi, cuisinier syrien, mais le rapport c'est vachement inversé, et d'ailleurs c'est assez souvent comme ça. Et il y a eu un moment où Mohamed, voilà, on parlait, on était parti sur un poisson, etc. Et il sort son compte Instagram et il dit, bah voilà, par exemple cette sardine, etc. Et il montre une photo, et là Bertrand Grébeau et Théo Pouria se regardent et sortent leur Instagram et montrent une photo d'une sardine cuisinée absolument de la même manière la semaine d'avant, quoi. Et il y a vraiment eu un moment hyper bizarre, où il y a eu une connexion hyper forte. Mais honnêtement, toutes les collaborations sont vraiment des moments assez forts. Et c'est beau pour vous de vous dire que le projet permet ça, arrive. C'est la concrétisation, j'imagine, de ce que vous vouliez. Notre objectif à terme, c'est de faire en sorte que tous les cuisiniers qui participent au festival, les cuisiniers réfugiés, trouvent du travail derrière. C'est un des grands objectifs, et c'est vraiment ce sur quoi on accélère vachement maintenant. Et quand on voit qu'il y a une vraie connexion, et c'est souvent le cas entre les cuisiniers accueillants et les cuisiniers invités, là ça sanctionne
tout le travail qu'il y a derrière toute l'année, tout le travail des bénévoles, tout le travail des associations qui portent ce projet et qui font en sorte qu'il se développe. Et du coup, même on a encore plein d'étapes et plein de défis à relever pour atteindre tous nos objectifs, c'est ce pourquoi je pense que c'est ce qui fait qu'on avance tous les jours et c'est ce qui fait que ce projet est beau, c'est les rencontres humaines qu'il y a derrière. À la fois ce qui sort des cuisines, parce qu'il y a aussi des créations dans le cadre du festival, parce qu'on est sur des menus à 4 mains qui sont totalement inédites, avec des univers culinaires qui se rencontrent, qu'on voit nulle part ailleurs, et du coup des connexions entre les chefs qui sont fantastiques. Pour parler de votre rencontre avec Stéphane Gégaud, parce que je l'ai interviewé aussi, et il a parlé du Refugee Food Festival, donc maintenant on fait l'inverse. Mais donc il est venu, tu disais tout à l'heure que c'est lui qui vous a contacté quand il a eu vent de ce que vous prépariez, et après il a accepté en tout cas de vous accompagner beaucoup plus profondément dans votre développement, dans le développement du restaurant et dans tout l'aspect technique de la restauration. Je pense que Stéphane, ça a toujours été un cuisinier qui a essayé d'intégrer des personnes en difficulté ou en situation d'exclusion au travers de la cuisine. Il croit éminemment au pouvoir de la cuisine comme étant un formidable outil à la fois d'insertion sociale mais aussi professionnelle. Et quand on est allé le voir, et que c'est lui qui nous a contactés quand il a entendu parler du projet pour participer au festival, quand on a été à cette première rencontre, c'était pour lui une évidence, ça a été immédiatement une évidence qu'on se retrouvait sur des valeurs communes et qu'on devrait porter, et qu'on allait potentiellement porter ce projet ensemble. Les premières collaborations avec lui dans le cadre du festival ont été magnifiques. On lui a assez rapidement proposé d'être notre parrain. On voulait un parrain qui soit pas uniquement un prête-nom, qui soit présent à nos côtés. Et quand on a ouvert la résidence, il était là. Nous, on n'était pas restaurateur, et il était là toutes les semaines avec nous au resto pour nous aider à mettre en place la cuisine, à travailler sur le menu, à faire en sorte que ça tourne, et que ça fonctionne. Et c'est d'une richesse parce qu'il a une expérience évidemment qu'on n'a pas besoin de citer ou de développer. Et pour nous, c'est une richesse exceptionnelle de l'avoir à nos côtés au quotidien, et surtout de le voir accompagner les cuisiniers avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que quand Nabil Attar, qui est un chef syrien avec lequel on a travaillé à la résidence, a ouvert son restaurant à Orléans, Stéphane est allé plusieurs fois à Orléans pour coacher Nabil sur l'ouverture de son restaurant. Magda Gegenava, qui vient d'ouvrir son resto dans le 19e, Stéphane il est là toutes les semaines pour s'assurer que Magda, si Magda a besoin de quoi que ce soit, elle décroche son téléphone et il débarque, et pour s'assurer que tout se passe bien. Donc c'est une richesse incroyable de l'avoir avec nous, quoi. Oui, il y a une vraie implication, c'est pas juste pour le papier. Exactement. Mais c'est vrai qu'il racontait de vraiment réussir à professionnaliser les personnes qui sont dans la résidence et que ça devienne des vrais chefs. Il a une vraie volonté en fait, il tire les cuisiniers avec lesquels on travaille vers la gastronomie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie élévation des chefs avec lesquels on bosse. Et Stéphane les challenge beaucoup et avec beaucoup d'humanité sur leurs recettes, sur leur manière de travailler, pour leur permettre de donner les meilleurs d'eux-mêmes sans dénaturer leur cuisine. Et c'est là qu'il est très fort, c'est-à-dire que il essaie pas de les faire rentrer dans un moule, mais il arrive à leur permettre de développer, de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Nabil, il avait envie de travailler sur de la bistronomie syrienne. En fait, ensemble, ils ont bossé sur de la bistronomie syrienne. Magda, elle présente une cuisine géorgienne qui est plus traditionnelle. Et du coup, il travaille sur des saveurs originales. Et Haïtam, qui va venir nous rejoindre, va avoir un autre projet. Et en fait, Stéphane a cette force de bien réussir à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent donner le meilleur et tirer le meilleur de leur cuisine. Et ce qu'il expliquait aussi, c'est que c'était hyper important, justement, qu'ils soient considérés comme des vrais cuisiniers et pas juste des gens qui bricolent de la cuisine. Il essayait d'élever ça à un niveau supérieur. Et pas juste des personnes qui bricolent de la cuisine. Et qui sont juste un peu passionnés, bien sûr. Et effectivement, je pense qu'il a cette capacité aussi à donner confiance aux gens, vraiment. Et à leur donner les codes pour qu'ils aient la liberté de faire leur propre cuisine. Et de pas coller à ce qu'ils voient sur Instagram ou ce qu'ils mangent au restaurant, mais de leur donner confiance en eux-mêmes, en leurs racines, exactement, en leur tradition, en leur
Au début, avec Magda, ça n'a pas forcément été évident parce qu'effectivement, elle voulait vraiment faire une cuisine très traditionnelle et en même temps qu'il faut aussi adapter au palais français, ne serait-ce que dans les proportions, dans la présentation, etc. Et pareil pour la cuisine syrienne. Et vraiment, je crois qu'il arrive à considérer tout cuisinier comme restaurateur potentiel et un vrai cuisinier, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il a cette capacité de considérer en fait l'autre, vraiment. Là, ils vont commencer à travailler avec Eitam, du coup, qui est le futur cuisinier qui nous rejoint à la résidence de juillet à décembre prochain, avant de lancer sa propre activité. Eitam, il a une formation, il n'était pas cuisinier en Syrie, il a une formation à la cuisine française. Donc là, pour l'instant, il sait cuisiner français. Sauf que dans ses papiers et dans sa tête, ses souvenirs, c'est des goûts syriens. Donc là, on commence à travailler et Stéphane nous aide beaucoup là-dessus sur comment il va retrouver ses goûts avec les techniques qu'il a appris en France. Et en fait, voilà, Stéphane, il a la capacité aussi de s'adapter, avec à chacun des cuisiniers avec qui on travaille. On le remercie à nouveau pour ça. Vous voyagez encore aujourd'hui ? Alors, on voyage encore, mais on voyage différemment. Donc, on aimerait bien, évidemment, dès qu'on a l'occasion de partir découvrir un nouveau pays et d'aller découvrir surtout des nouvelles saveurs, parce que c'est ça qu'on recherche dans nos voyages encore et encore et encore, même si à Paris, on en découvre beaucoup au travers du Refugee Food Festival, avec des goûts parfois encore plus insolites que ceux qu'on découvre à l'international. Mais on aimerait bien remonter un grand voyage. Ça, je pense que secrètement, on aimerait bien repartir pour une nouvelle aventure, parce qu'on voyage pas de la même manière quand on part pendant 2 semaines que quand on part sur une longue durée, sur une longue période où on a plus de liberté. On part avec sa maison sur son dos. On peut se laisser plus de place à l'imprévu. Donc, secrètement, on aimerait bien le faire. On sait pas quand, parce qu'on voit pas comment est-ce que ça peut rentrer dans nos agendas. mais on espère que ce sera pour dans pas trop longtemps. Et quel pays vous aimeriez visiter que vous n'avez pas encore fait ? Eh bien, la Géorgie. Parce qu'on a le sentiment de connaître la cuisine et la culture géorgienne grâce à Magda et sa famille, mais au final, on ne connaît pas notamment les montagnes géorgiennes, la Touchetti, les vins géorgiens, la Svaneti, qui sont des paysages qui nous font rêver. Et je pense qu'on a beaucoup envie de nature et de sortir un peu des milieux urbains. Je ne sais pas si c'est le Paris qui fait cet effet-là, mais... Et puis peut-être qu'on a aussi envie de voyager un peu différemment. Je pense qu'on voyagerait moins en prenant plein d'avions comme on a pu le faire en 2013, quoi. Clairement. Cet été, on part en voiture. Bon, c'est pas forcément mieux. Enfin, en tout cas, il y a débat, mais voilà, on a plus envie déjà d'aller moins loin. Cet été, on part dans les pays de l'Est. On part en Roumanie, dans la campagne roumaine et voilà, plus en dehors des villes et auprès de la nature. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui ? Plein de choses. Le Refugee Food Festival au quotidien, on court un peu dans tous les sens. Les 15 villes qui vont participer cette année notamment, mais tout au long de l'année, je pense que c'est vraiment cet objectif de réussir à créer un contexte d'accueil qui soit plus digne et plus favorable pour les personnes réfugiées. Réussir à atteindre cet objectif à la fois de changement de regard, mais aussi d'insertion professionnelle. Il y a énormément de barrières à lever, notamment des barrières douanières. On sait que le festival n'y arrivera pas tout seul, mais on contribue en tout cas, je pense, à faire en sorte de créer un contexte qui soit plus favorable pour les personnes réfugiées en France, en Europe et dans d'autres pays du monde. Et je pense qu'effectivement, quand on voit Nabil qui ouvre son restaurant, Bassem Aline qui lance son service traiteur, et tout ce qui peut se passer dans les villes, même si c'est pas toujours évident de monter un projet quel qu'il soit. Il se trouve que le nôtre est social, mais ça reste un projet entrepreneurial. Quand on voit l'aboutissement et des choses extrêmement concrètes, on sait pourquoi on fait les choses, quoi. Donc je pense que c'est la concrétisation vraiment de voir Nabil et Susanna qui nous ouvrent les portes de leur restaurant Naranj à Orléans. Vous êtes content de ne pas avoir poursuivi vos carrières dans les entreprises où vous étiez ? Tellement. Non, après, je pense que chacun, chacun doit suivre son parcours, mais effectivement, je pense dans tous les cas, on serait pas resté très longtemps dans nos entreprises respectives. Bon, c'est bientôt l'heure de manger. Qu'est-ce que vous préparez comme recette à la maison ? Alors, je donnerais la recette du pot-au-feu parce qu'on la pimpe aussi avec des herbes géorgiennes. Puis ce qui est quand même chouette avec le pot-au-feu, c'est qu'on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. À la base, la recette de ma grand-mère, c'est du jarret de veau pour pouvoir manger la moelle après.
Du jarret de veau qu'on met simplement dans une marmite avec de l'oignon piqué de clous de girofle, bouquet garni, laurier, etc. Carottes, navets, céleri, plein d'eau. Nous, on met aussi des petits poivres du Sichuan. On peut mettre du galanga, on peut mettre du gingembre. Toi, t'aimes bien le citronnelle, voilà. Et puis à la fin, une demi-heure avant la fin, on rajoute des pommes de terre. Et on le mange avec de la moutarde ou du Réfort bien moutardé. Et surtout, on mange le bouillon, parce qu'on a une passion, on a eu tout l'hiver une passion bouillon, soit au vermicelle, soit juste comme ça, plein de vitamines. Et les petites herbes, vous rajoutez des herbes à la fin. Et les petites herbes, ouais, mais les petites herbes, du coup, à la fin, une demi-heure avant la fin, ouais. Tu mets quoi ? Là, je vais te faire sentir le mélange d'herbes de Magda. On a aussi des herbes iraniennes, du sabzi, ouais. Et voilà, en gros. Et vous mettez dessus au moment du service ? Alors, ce qu'on peut mettre dessus au moment du service, ça peut être de la coriandre, pas trop non plus, parce qu'après, on sent que ça. Mais ouais, on peut saupoudrer de coriandre, ouais. Bon, ça donne envie. Merci. Merci. Vous venez d'écouter l'épisode 18 de la saison 2 avec Marine Mandria et Louis Martin. Vous pouvez goûter ce que les cuisiniers du Refugee Food Festival ont dans leur poêle durant le festival ou toute l'année dans la résidence qu'ils tiennent à Grande Contrôle, dans le 12e arrondissement. Pour plus d'infos, consultez leur site refugeefoodfestival.com. Dans cet épisode, Marine et Louis font référence à Stéphane Gégaud et Greg Marchand, deux chefs que vous pouvez découvrir dans les anciens épisodes du podcast. Un grand merci d'avoir suivi cette 2e saison. On se retrouve bientôt pour de nouveaux portraits de chefs et food entrepreneurs. D'ici là, vous pouvez retrouver les 2 premières saisons sur votre appli préférée, sur le site apoil-lepodcast.com et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Merci à Garance Munoz et à Jacques Le Rouge, mes 2 super stagiaires qui ont aidé à préparer et réaliser cet épisode.